Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Yvon Châtelain, Recherche scientifique en terre africaine, 2011. Pierre Régenet, Ma dernière pomme. De PRETY à Bisset, Chronique en culotte courte, 2011. Jean-Paul KORZEC, Dans l'ombre du père, 2011. Rachel Samuel, On m'appelait Janine, 2011. Michel Laprat, Culotte courte et bottes de cheval, c'était comment la guerre? 2011. Béatrice COURRAUD, Non, je n'ai rien oublié. Mes années 60, 2011. Christine BELSOEUR, Une vie ouvrière. Un demi-siècle de parcours militant, 2011. Jean-René Lalanne, Le canard à bascule, 2011. Louis Nice, L'homme qui arrêtait les trains, 2011. Daniel Chine, Leur guerre préférée, 2011. Jacques Franck, Achille de Mantes à Sobibor, 2011. Pierre de l'Estrade, La belle névrose, 2011. Adibidinauer Siaj Mohand, Mémoire d'un enfant de la guerre. Kabylie, Algérie, 1956 à 1962, 2011. Émile Miller, Tous les chemins ne mènent pas à Rome, 2011. Jean-Claude SUSSFELD, De clap en clap, Une vie de cinéma, récit, 2010. Claude Croc, Une jeunesse en Haute-Bretagne, 1932 à 1947, 2011. Pierre Maillot, Des nouvelles du cimetière de Saint-Eugène, 2010. Georges Le Breton, Paroles de dialysé, 2010. Sébastien FIGLIOLINI, La montagne en partage. De la Pierra Manta à l'Everest, 2010. Jean Pinchon, Mémoire d'un paysan, 1925 à 2009, 2010. Freddy Sarfati, L'entreprise autrement, 2010. Claude Hatton, Rue des Colons, 2010. Jean-Pierre Milan, Pilote dans l'aviation civile. Vol à voile et carrière, 2010. Émile Jalley, Un franc-comtois à Paris, un berger du Jura devenu universitaire, 2010. Le temps s'en va. J'ai 64 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai eu la hantise du temps qui passe. J'ai triché sur mon âge comme une starlette, jouant sur le fait que je faisais plus jeune. J'ai détesté les anniversaires, les fêtes, les cadeaux, la célébration absurde et enjouée de ce temps à jamais perdu. J'ai fait bonne figure pour ne pas décevoir mes proches et mes amis, j'ai feint d'adhérer à la chaleur de leurs souhaits. J'ai défait les paquets et dénoué les rubans, remercié les donateurs, souriant d'une joie d'autant plus éclatante qu'elle était surjouée. Oh! Certes, j'étais touché de la gentillesse de ma famille. Les attentions des enfants en particulier me sont allées droit au cœur. Mais chaque année, la même angoisse sourde est revenue par longues vagues oppressantes. Une année de plus, c'est une année de moins. Au diable les fêtes, les présents, les bougies, le vin qui pétille dans les verres effilés et allume des étincelles au regard. Ce que je voudrais, le cadeau inaccessible convoité dans le fond de mon âme, ce serait comme dans les contes, la faculté d'arrêter le temps, d'en remonter le cours, d'être immortel. J'ai souvent fait en sorte, pendant ma vie professionnelle, de prévoir un voyage lointain pour échapper à ces anniversaires que je maudissais. Je ne suis pas naïf pour autant. C'était un piètre subterfuge. Il est l'heure d'avoir les yeux ouverts. À 64 ans, j'ai vécu beaucoup plus qu'il ne me reste à vivre. Je sais aussi que l'angoisse et la tristesse qui m'étreignent sont celles de la conscience de la fin inéluctable, d'un au-delà imprévisible. J'ai 64 ans et j'ai peur du noir, à l'heure où les ombres s'allongent, comme l'enfant que j'étais sans doute, car nous changeons peu. Pourquoi choisir alors d'aller fouiller dans le passé, m'objectera-t-on à juste titre? Pourquoi s'acharner à retrouver le fil détendu de la longue succession des jours? Serais-je seulement capable de me souvenir, moi qui oublie si volontiers ce qui me gêne? Je n'ai pas de réponse précise ni même ébauchée à ces questions. Je pressens simplement que le moment est venu de rassembler les pièces, de composer un tableau avec les images éparses. J'ai commencé à réfléchir à cette entreprise. Serais-je comme mon père 10 ans avant moi, qui rédigea un joli livre de souvenirs intitulé 77? Que ferais-je de plus surtout, dans l'évocation de mon enfance, alors que tout semble contenu dans le récit alerte et plein d'affection de cet homme à qui je dois tant? J'ai repris le livre de mon père, j'en ai relu les pages, j'ai mis mes pas dans les siens. L'enfant Jean-Michel qu'il évoque avec une tendre bienveillance,
n'est pas tout à fait le moi balbutiant et diffus dont j'ai le souvenir. Un être n'est jamais réductible au regard des siens, si attentif soit-il. Je ne pourrais pas éluder le retour vers les sources, vers le continent perdu de l'enfance. Quelques images s'en détachent encore nettement, j'y reviendrai. Il me faudra aussi dénouer les longues années de ma vie professionnelle, raconter les joies, les doutes, les ambitions. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance, moi, l'autodidacte, de suivre une trajectoire brillante, de griller au passage les diplômés des grandes écoles, les héritiers, les prétendants légitimes. J'ai eu la rage au cœur d'y arriver. Pour cela, il a fallu faire plus, toujours plus. Mieux, toujours mieux. Avoir plus d'idées, travailler davantage pour affirmer mon droit à être monté si haut. J'ai eu la chance d'être entouré de gens exceptionnels, les membres de la famille Meyer en particulier. J'ai voulu aussi, car je les admire et je les estime, ne jamais les décevoir et je suis heureux de cela. À travers ce livre, je veux aussi et surtout dire ma vérité de témoin proche des deux familles fondatrices, et en profiter pour exprimer ma gratitude à leur égard. Mais parlons net, l'heure n'est plus aux précautions oratoires ou aux pieux mensonges dans l'entreprise que j'ai choisie. Ces 40 années de travail, ces voyages, cette obsession du dépassement ont servi aussi à arrêter le temps, à flouter les contours de l'échéance fatale qu'il me faudrait, rendue à moi-même, affronter. L'action est une drogue, un alcool qui noie les souvenirs, leur donne un tremblé vaporeux à la Turner, les rend aimables. L'action divertit. Elle m'a fait négliger la leçon du père Jouandet, mon directeur de conscience, comme on disait autrefois, au temps où j'étais scout. J'ai entretenu avec lui une correspondance suivie pendant 3 ou 4 ans. Il préconisait à titre d'exercice spirituel, le retour sur soi, l'examen de conscience. Demande-toi chaque matin pourquoi tu es là aujourd'hui, quel va être ton rôle, ta contribution à la vie de ta famille, à ton travail, écrivait-il. Demande-toi chaque soir ce que tu as apporté par ta présence et tes actes, au sein de ta famille ou de ton entreprise. Il va de soi que le père Jouandet avait surtout le souci des hommes. J'ai entendu les mots du père. Plus tard, bien plus tard, dans la bouche d'un directeur général des Galeries Lafayette avec qui je n'ai, heureusement, pas eu le loisir de collaborer bien longtemps. Il sortait aussi de chez les Jésuites, et adoptait volontiers leur rhétorique efficace. Pas sûr pourtant que l'homme ait été au centre de ses préoccupations. Mais, trêve de longs préambules, il me faut maintenant sans faiblir et sans reculer, affronter de regarder ma vie sans complaisance, dans l'espoir de pérenniser le souvenir de tous ceux qui m'ont au passage soutenu, aidé et aimé. Petite enfance. Ma mémoire est incertaine. Je suis bien incapable de restituer une histoire cohérente et continue de mes premières années. Quelques images brillent d'un éclat plus vif, le trait qui en cerne les contours est plus net. Elles évoquent des souvenirs qui, mis bout à bout, composent un inventaire à la Prévert, hétéroclite, sans logique, sans cohérence temporelle souvent. Qu'importe, j'ai choisi de les restituer dans leur couleur originelle plutôt que de construire une aimable fiction. Mon plus lointain souvenir concerne la chambre familiale à la Madeleine, près de Lille. Nous la partagions à 5, mon père, ma mère et les 3 enfants. J'avais 4 ans et éveillé dans mon petit lit, j'écoutais attentivement le rythme régulier de la respiration des dormeurs, leur ronflement parfois. Je scrutais la pénombre, je discernais les contours sur le mur en face de mon lit, d'une assiette de bois ornée d'un paysage de montagne. Et puis, faute d'autres distractions, à la faveur de la torpeur douce de la nuit et de la chaleur des couvertures, mon imagination empruntait des chemins de traverse et commençait à battre la campagne. Je m'éloignais des mornes brumes du nord, du cadre étriqué de ce petit appartement en sous-location au premier étage d'une maison bourgeoise sur le grand boulevard, proche de la maison de mes grands-parents paternels et maternels. Là, dans les demi-ténèbres silencieuses et familières, je devenais prince ou aventurier. Loin, bien loin des murs de la chambre, je m'inventais des mondes, je m'attribuais généreusement le beau rôle, celui de chevalier, du paladin au service d'une noble cause. Mes exploits devaient sans doute beaucoup aux histoires que l'on nous racontait, mais il n'est pas impossible que le thème de ces fantaisies m'ait marqué profondément. La porte de l'appartement familial, en ces premières années de la vie conjugale de mes parents juste après la guerre, dans une France dévastée, donnait directement dans la cuisine. Cette pièce était le centre de notre vie, et je revois encore au milieu,
la table sur laquelle on m'allongea pour m'ôter les amygdales, dans des conditions pour le moins précaires. Je ne sais si je pleurais alors, mais 60 ans plus tard, je me souviens parfaitement de la terreur qui me tenaillait. À table, chacun avait sa place. Mon père veillait sur les benjamins assis de chaque côté de lui et ma mère s'affairait à la préparation du repas. Nous étions nombreux, 6 naissances en 10 ans, mais nous jouissions d'un calme relatif car nous ne parlions que si nous étions invités à le faire. On se prendrait parfois à regretter la sagesse de ces mœurs d'autrefois. Nous nous accommodions sans regimber de ce souci des convenances, qui régnait plus ou moins dans toutes les familles. Je me souviens ainsi que pour faire perdre à mon frère la détestable habitude d'écarter les coudes et de s'étaler sur la table, on lui coinçait des bouchons sous les bras. Le jeu, très efficace, voulait qu'il ne tombasse pas. Il lui fallait donc garder les coudes serrés le long du torse, et manger comme il se doit. Le plan de la maison de mes grands-parents paternels et maternels reste gravé dans ma mémoire. J'étais l'aîné de 5 marmots vigoureux et donc remuants. Pour soulager maman, on m'envoyait souvent chez les uns ou chez les autres. Je passais des heures à jouer au petit soldat dans la chambre de bon papa Laridan, déjà très malade et toujours alité. « Ne fatigue pas ton grand-père, viens, disait ma grand-mère, je vais t'occuper, viens cirer les pieds de la table et des chaises. » Armé d'un chiffon de laine, je m'acharnais à faire briller le bois poli par l'usage, et j'étais si fière du résultat obtenu que je faisais admirer mon travail à chaque visiteur. Au fond, je savais déjà me vendre. Du côté Alès, j'étais le premier petit-fils, celui qui assurerait la pérennité du nom. Papa avait 4 sœurs, et cela me valait beaucoup d'indulgence. Je n'ai connu bon papa Alès que dans sa chaise roulante. Il restait ainsi assis des heures dans la cuisine, près de la table, sous le coucou, pendule en forme de chalet suisse dont le balancier était actionné par 2 poids en forme de pommes de pin pendant au bout de longues chaînes. Ponctuellement, quand revenait l'heure et la demie, l'oiseau sortait par une petite porte et poussait son cri joyeux. Cela tenait pour moi du prodige et me ravissait. Je n'avais pas encore, il est vrai, éprouvé la cruauté du temps qui passe sans espoir de retour. Je me plaisais beaucoup au jardin, terrain idéal d'aventure et d'explorations audacieuses. Plus prosaïquement, je m'initiais ainsi au jardinage, occupation que je goûte encore aujourd'hui, les mains occupées quand l'esprit vagabonde. Ma marraine, tante Thérèse, la sœur de papa, m'avait initié aux arcanes de cet art domestique, et quand les chevaux du brasseur faisaient teinter le pavé de la rue de la Louvière, tante Thérèse m'appelait sans tarder. « Viens ramasser le crottin. On va le mettre dans le jardin. On aura de beaux légumes. » Cet engrais naturel était fort efficace, et c'était beaucoup plus drôle que de vider la fosse d'aisance chaque année en septembre. Nous avions les plus beaux poireaux de la rue, certaines de nos pommes de terre atteignaient les 500 grammes. Je les pesais avec attention, Thérèse m'ayant appris à utiliser la balance à fléau équipée de petits poids de cuivre qui trônaient dans l'arrière-cuisine. Je n'étais pas toujours inspirée cependant. Je fus un jour la risée de mes tantes. J'avais planté une rangée de poireaux à l'envers. Je viens d'apprendre la mort de Thérèse au moment même où je rédige ces lignes. Le destin joue parfois de mauvais tours. J'aimais beaucoup cette femme discrète, toute de dévouement et d'exactitude dans le respect de ses devoirs. Elle savait s'émerveiller avec ferveur de la beauté des choses les plus humbles. J'ai retrouvé les jardins de mon enfance 20 ans plus tard. Ils n'étaient plus à l'échelle de mes rêves, le grand poirier était un petit arbre rabougri. Ainsi sommes-nous, toujours désappointés de constater que la vie réelle est plus étriquée que nos souvenirs. Cela concerne aussi les êtres. Le gamin que j'étais en primaire regardait avec crainte les grands de 6e, admirait et jalousait plus tard la moustache naissante qui ombrait les lèvres des 3e. Je les trouverais bien freluquets quelques années après. De ces années-là surnage encore la Vespa de ma tante Geneviève, qui la conduisait flanquée de son ami Milou. Les 2 jeunes femmes arboraient un foulard noué sous le menton, à la mode des années 50 comme dans Vacances romaines. L'uniforme de douanier de mon oncle Rémy m'en imposait beaucoup, et la gandoura blanche de l'oncle Pierre sur laquelle se détachait un grand chapelet noir, me semblait d'un exotisme fascinant. Il me fit faire ma communion privée en 1950, j'avais 5 ans, lors d'un retour d'Afrique, et pour que je ne sois pas surpris durant la messe, il m'avait en quelque sorte entraîné avec quelques hosties non consacrées avant la cérémonie. Je confesse bien volontiers qu'à ma grande déception,
Je n'avais pas trouvé ça très bon. L'oncle Pierre était missionnaire, et des petits noirs comme on disait alors sans craindre la condescendance, venaient souvent à la maison. C'était en 1952, nous venions d'arriver en région parisienne. Le dimanche, mes parents allaient chercher ces filles de diplomates et de ministres, comme Marie-Angèle, pour passer la journée en famille avec nous. Dernier souvenir, enfin, de ces tendres années que je livre pêle-mêle dans leur sincérité naïve et fragmentaire, nous visitâmes un dimanche où toutes les machines de tissage étaient arrêtées, l'usine textile de mon oncle Henri, et nous dûmes affronter cette tempête de neige pour nous rendre au baptême de sa fille Christina. L'âge de raison. J'allais avoir 7 ans quand un examen de santé scolaire révéla la présence de ganglions pulmonaires. Il fallait m'envoyer au bon air, en montagne, pour une durée de 6 mois. On craignait encore beaucoup en ces années-là la tuberculose de sinistre mémoire, dont le spectre cesserait bientôt de hanter les familles. Je dus donc partir pour Saint-Gervais, à 800 km des miens. Je me revois encore sortir du train après une nuit de voyage, serrant très fort la main de mon père pour gravir le chemin pierreux qui menait au Béret Vert. C'était le nom du préventorium. Papa tenta bien de me distraire en me faisant admirer la neige qui alourdissait les branches des sapins, car nous étions en janvier. Il s'émerveillait du spectacle enchanteur de la vallée de Chamonix, de la blancheur étincelante des sommets couronnés sur leurs crêtes, de la gloire dorée des rayons de soleil. C'étaient bien des réflexions d'adulte. Que m'importait à moi, la neige et les montagnes. Je n'avais en tête et au cœur que le déchirement de l'absence à venir, l'angoisse de la séparation et le pressentiment des douleurs de l'attente. 1 mois à 7 ans, c'est l'éternité. Je me retrouvais donc seule, livrée au sentiment d'être abandonnée, dans ce sinistre réfectoire où je devais rester jusqu'à la fin de mon assiette, seule dans ma chambre après une maladie contagieuse, seule sur une chaise longue, une couverture verte protégeant les genoux, devant la vallée somptueuse dont la beauté me restait interdite. Je ne devais rien faire, je ne pouvais pas bouger et cela ajoutait à mon désespoir. Sans doute faut-il chercher dans cet épisode la cause de mon activité frénétique d'aujourd'hui, source cette fois de soucis et d'exaspération pour mes proches. Lors d'un des voyages mensuels de mon père, je chaussais des skis pour la première fois. Je reçus aussi la visite de ma grand-mère paternelle et de maman, qui avait réussi à faire garder Catherine, François et Hélène. C'était un tour de force puisque les 3 avaient entre 4 ans et quelques mois. Cet épisode montagnard eut cependant une heureuse fin. Mes parents purent me récupérer en pleine forme et je passai mes vacances, en juillet, dans la région de Grenoble, à Saint-Barthélemy où mon père avait loué une maison pour la famille. Le retour fut un grand moment. Nous avions déménagé, quitté le nord pour la région parisienne et nous habitions désormais un logement de fonction à la limite du Bourget et de Drancy. Un vaste terrain vague s'étendait devant l'immeuble, et nous construisions des cabanes en planches avec nos petits voisins, les Béguins. Le trajet pour rejoindre l'école Sainte-Marie était bien long. Je revois maman poussant le landau d'Hélène, flanquée de Catherine et de François. En qualité d'aînée, j'ouvrais la marche. J'étais très épris de mon institutrice, aussi avais-je emprunté de l'argent dans le porte-monnaie maternel pour acquérir et offrir à la maîtresse un petit pot de colle blanche, dont j'adorais l'odeur d'amande. On en aurait mangé. On s'en régalait d'ailleurs parfois à l'aide du petit bâton de plastique blanc niché dans le pot, à l'abri dans son alvéole. L'histoire du larcin et du cadeau se termina fort mal. Maman découvrit le poteau rose, et m'asséna une leçon de morale sur l'honnêteté et la valeur de l'argent. Le pire pourtant restait à venir car maman conclut sa diatribe par la phrase suivante : « Ta maîtresse se fiche bien de ton pot de colle. » Ainsi mes efforts avaient été vains pour attirer l'attention de cette charmante personne, pis encore, j'aurais été ridicule à ses yeux. Je cachais mon désespoir, mais je me rappelle toujours cette déception cuisante. Je tenais ma revanche pourtant. Le jour des prix, remis en grande pompe devant les familles dans la grande salle du cinéma Aviatique, nous étions convoqués sur l'estrade par ordre décroissant. Comme dans l'Évangile, les premiers étaient les derniers. Je fus appelé ce jour-là en dernier, lauréat du prix d'excellence et 6 fois nommé. Ployant sous le poids de 6 gros livres, je redescendis fièrement les marches sous les applaudissements nourris des parents réunis. J'étais aux anges. Maman voulut sans doute m'éviter le péché d'orgueil et prévenir toute vanité en me déclarant sur le chemin du retour :
Tu ne mérites pas ce classement, tu l'as obtenu parce que tu es le chouchou de mademoiselle. Je me demande encore parfois quelle était la part de vérité dans ce rappel à l'ordre sévère, et qui me chagrina assez pour que je l'évoque encore aujourd'hui. Les années 1953 à 1954 marquent le début d'une période fervente. Tous les matins, je me levais aux aurores, le premier, pour aller servir la messe. À jeun, j'affrontais la nuit qui s'éclaircissait des premières lueurs pour traverser les voies ferrées et rejoindre l'église. Je n'en menais pas large, seul dans l'obscurité, mais j'avais revêtu les habits d'enfant de chœur. J'aimais le rythme mystérieux des paroles sacrées dites en latin et les odeurs d'encens. Je me sentais à l'aise dans notre petit groupe des chœurs vaillants, animé par un jeune vicaire très idéaliste qui faisait merveille dans cette banlieue communiste. Notre cri de ralliement était « à cœur vaillant, rien d'impossible », et cet élan de confiance m'exaltait. Mon père, remarquant ma piété précoce, avait cru à une vocation sacerdotale et était allé voir le directeur du petit séminaire pour s'ouvrir de cette impression. Celui-ci avait sagement conseillé d'attendre que mon désir fût déclaré et affermi. Le métier de mon père, qui travaillait à la SNCF, permettait de voyager à bon compte. C'est ainsi que l'on me mettait dans le train Gare du Nord et que ma tante Thérèse m'attendait en gare de Lille. Je ne perdis donc pas contact avec mes grands-parents et mes tantes. En 1953, j'entrai à l'école Saint-Joseph, où il n'y avait que des garçons. De Drancy à Aubervilliers, où était la seule école catholique de cette banlieue rouge, je devais emprunter le bus à plateforme de la RATP. En 1954, je changeais de nouveau. On m'avait inscrit à l'école de la Madone dans le 18e, où mes parents pensaient se voir attribuer un logement, ce qui n'arriva que plus tard. Je devais donc, à 9 ans, prendre le train en gare du Bourget pour descendre au Pont Cardinet et de là, rejoindre après un bon quart d'heure de marche l'établissement tenu par les frères de Saint-Gabriel. Mes parents avaient-ils conscience des risques encourus par un si jeune garçon? Était-ce courant? Je ne sais, mais je mesure la différence avec nos habitudes actuelles. Nous craignons d'envoyer notre fille Solène au coin de la rue pour acheter le pain. Elle a 10 ans. Pendant les vacances, nous partions 2 mois et demi. Mon père nous rejoignait en fin de semaine. Les préparatifs de l'exode commençaient 15 jours avant le départ. Nous montions la grande malle en osier que ma mère garnissait après avoir mûrement réfléchi à ce dont nous aurions besoin. Nous nous déplacions tous en train. Les transports étaient gratuits ou plutôt, comme nous l'expliquait mon père, cela faisait partie de sa rémunération. Si je travaillais ailleurs, précisait-il, mon salaire serait plus important. C'est ainsi que nous avons voyagé en 3e classe puis en 2e classe et enfin, à partir de mes 14 ans, en 1re classe, au fil de l'avancement de la carrière de papa. De ce fait, nous n'avions pas de voiture. Mon père passa le permis à 50 ans pour prendre le volant de la 2CV, qui était acheminée par rail elle aussi pour les longs parcours. En 1957 enfin, nous avons quitté Drancy pour le 18e rue de la Chapelle. C'en était fini des interminables trajets matinaux. Mes parents. Il y a quelque temps mes parents me dirent « Te rappelles-tu Jean-Michel, aujourd'hui nous étions un 9 mai ?» À cette heure, il y a de cela 64 ans, nous sortions fiers et heureux de la basilique de Saint-Quentin où nous venions de nous marier. Je ne risquais pas, à dire vrai, de m'en souvenir. Mes parents étaient d'une époque où on ne mettait pas Pâques avant les rameaux, et je ne vins au monde que 373 jours plus tard, à Saint-Quentin, un jour de Pentecôte. J'ose espérer que les lumières de l'Esprit Saint ne m'ont pas totalement oublié. Mon père, Jean Alaise, est né le 12 juin 1921 à Lille dans une famille du Nord très catholique, comme celle de ma mère. Son père, comme mon grand-père maternel, travaillait déjà au chemin de fer du Nord et se souciera le moment venu d'y faire entrer son fils. Lorsque mon père remarqua pour la première fois ma mère, Michel Laridan, elle n'avait que 12 ans, mais il sut très bientôt que cette toute jeune fille était la femme de ses rêves. Il connaissait en fait depuis longtemps la fillette. Tous deux s'étaient rencontrés dans la classe enfantine de l'école Sainte-Anne, située dans un faubourg de Lille nommé Pellevoisin. Unis pendant la guerre et très vite à la tête d'une famille nombreuse, mes parents durent affronter avec courage les aléas et les difficultés du quotidien dans une France meurtrie et bouleversée. Je suis donc un pur produit de ce que l'on appellera plus tard le baby-boom,
expression à prendre au pied de la lettre en ce qui me concerne puisque maman mit au monde entre 1945 et 1955 2 garçons et 4 filles. Mon père explique avec humour et réalisme que cet enthousiasme pour le repeuplement de la patrie devait beaucoup aux méthodes contraceptives, préconisées par les jésuites, bien vite soupçonnées par leurs ouailles prises au piège de la nature d'un manque de compétences évident. Mes parents forment encore un couple uni et très épris. En ce temps-là, mon père, très occupé par son travail, se démenait avec énergie pour assurer le quotidien de sa tribu. Les conditions de logement étaient très précaires en ces années d'après-guerre. Le nord de la France en particulier avait été très rudement touché, tout était à reconstruire. On s'entassait donc dans un inconfort à proprement parler inimaginable de nos jours. Ma mère, souvent seule avec sa marmaille, devait faire face sur tous les fronts. Elle s'occupait des tâches domestiques et des enfants, toujours chargée d'un nourrisson sur les bras, souvent enceinte. Au début, cette jeune femme de 23 ans disposant de peu d'argent, dut, comme beaucoup de femmes de l'époque, assumer presque seule la lourde tâche de mère au foyer, donc travailler sans relâche. Vaillante et courageuse, elle assurait notre quotidien. Toujours pressée par de nouvelles tâches, épuisée parfois par le dur labeur, elle ne pouvait littéralement se permettre le luxe d'être câline avec chacun d'entre nous. Cela m'a sans doute un peu manqué. Elle avait pourtant plus d'indulgence pour ses garçons qu'elle se soucia vite de rendre responsables et autonomes. Il n'y avait guère le choix à vrai dire, et dès mon plus jeune âge, je fus habituée à voyager seule et à me déplacer dans Paris, ville de tous les dangers. Cela forme un caractère, mais a aussi un prix. Maman, très pragmatique et directe, nous parla bientôt, beaucoup trop tôt dans mon cas, des mystères de la reproduction. Elle ne voulait pas en effet que nous eussions de cela une vision déformée. La petite graine, ça n'existe pas, voici comment ça se passe, m'asséna-t-elle tout à trac. Je fus bien déçue d'une réalité si prosaïque. Elle informa également mes sœurs et mon frère. Ce n'était pas si habituel, à l'époque. Je sus plus tard qu'elle avait été affreusement vexée de passer pour une gourde, vers l'âge de 15 ans, quand une copine plus délurée l'avait mise au courant de ce que l'on appelait généralement en aparté et sans s'étendre sur le sujet, les réalités de la vie. Elle tenait donc à épargner à ses enfants l'expérience d'une humiliation. Cette jeune femme, comme je l'ai dit, assumait presque seule le poids de l'éducation de sa nichée puisque papa partait parfois le lundi pour revenir le vendredi. Il avait en outre repris des études pour gravir les échelons à la SNCF. Parti du bas de l'échelle, il avait pu suivre les cours de l'école d'ingénieur des arts et métiers. Quand les enfants étaient endormis, maman l'aidait à potasser ses cours. En fin de semaine, mon père surveillait mes travaux scolaires et un de ses amis, diplômé de l'école centrale, me donnait des leçons de mathématiques. Il est vrai que j'en avais bien besoin, ayant pris en grippe dès la 6e le travail scolaire. Seule l'histoire et la géographie trouvaient grâce à mes yeux. La famille menait une vie paisible et réglée, gouvernée en toutes choses par le souci de respecter les convenances. Au fond, nous étions très attachés aux valeurs de la bourgeoisie catholique provinciale avec ses côtés désuets, au regard des mœurs actuelles, et sa solidité dans le souci du devoir à accomplir quoi qu'il en coûtât. Ainsi maman qui souffrait périodiquement de violentes migraines baptisées crises de foie, ne s'accordait-elle pas pour autant le moindre repos? Elle accomplissait son devoir d'État, c'est-à-dire le soin de sa maison et de sa progéniture. Certes, nous n'étions plus au port de la cravate pour dîner, et au raide voussoiement qu'avait connu mon père dans une branche de sa famille. Une de ses tantes était, je crois, vaguement comtesse et restait fidèle à des manières empesées qui nous amusaient beaucoup. Il n'en reste pas moins que l'on ne s'épanchait guère, et que les règles d'éducation étaient assez strictes. On ne s'arrêtait pas sur nos problèmes intimes. Nous étions convenus de respecter les codes sans déroger à la discipline familiale. Dans ce contexte rassurant mais sans grande fantaisie, j'occupais une place à part. Après la mort de ma petite sœur Elisabeth, je me retrouvais l'aîné, de 4 ans plus vieux que sa cadette. Les 4 petits étaient donc beaucoup plus liés car plus proches par l'âge. Ils formaient une bande unie, où je n'avais pas vraiment ma place d'autant que je ne fréquentais pas la même école et que très vite, je partis en vacances de mon côté avec les scouts. Notre enfance fut également marquée par l'ancrage religieux de mes parents. Je fréquentais, ainsi que mes frères et sœurs, des établissements catholiques, et nous faisions la prière du soir en famille après dîner.
Cette oraison revêtait un intérêt particulier au moment de Noël, car nous nous réunissions devant la crèche. Mon père avait donné et marqué à son nom un petit mouton d'argile à chacun de nous. Au gré de nos mérites ou de nos bêtises, le petit mouton avait droit ou non à une place de choix près de l'enfant Jésus. Notre sagesse se voyait ainsi récompensée par cette image charmante de notre chemin vers le bien. Mes parents faisaient partie du tiers-ordre de Saint-François, où ils retrouvaient d'autres ménages catholiques pour des réunions de prière et de réflexion. Ils nous traînaient parfois place des fêtes d'eux, où nous étions gardés par une jeune fille pendant leurs activités. D'autres fois encore, les gens venaient à la maison. Ils n'ont jamais perdu de vue leur ami du tiers-ordre, et ma mère, quelques 60 ans plus tard, continue de prendre le chemin qui mène jusqu'à eux. Ces catholiques convaincus et pratiquants n'étaient pas pour autant bigots. Ils cessèrent de nous inviter à prier le soir en famille après avoir fait l'expérience de nos fous rires, peu compatibles avec le recueillement. Le grand souvenir de mon enfance est lié à la religion de mes parents. Je fis ma communion solennelle à Paris, et la tribu au grand complet se déplaça en mon honneur. Tous vinrent du Nord en 1957 pour cette solennité qui marquait alors plus ou moins l'entrée dans l'adolescence. J'étais le héros de la fête. Le repas fut organisé pour moi, et j'en fus très heureux. J'avais l'impression de compter, d'être reconnu. Ma marraine, tante Thérèse, m'avait offert une montre Herma au beau bracelet de cuir fauve. Mes parents, craignant que je passe mon temps à consulter l'heure, ne m'avaient pas autorisé à la porter le jour de la cérémonie. J'allais, le soir venu, raccompagner la famille à la gare avec mon père. Sur le chemin de retour, j'étais partagé entre le bonheur de cette complicité si rare avec lui, et le chagrin de constater que cette fête tant attendue était déjà terminée. En qualité d'aîné, je devais toujours partager. Partager ma chambre, partager l'attention, partager le temps. De surcroît, mon père, chose commune, montrait une préférence certaine pour ses filles, en particulier pour Catherine qui ressemblait à ma mère. En ce qui me concerne, je suis conscient d'être plus tolérant avec mes filles et plus exigeant, voire ambitieux avec mes garçons. Le bonheur passait vite, était si fragile, voilà ce que je découvrais confusément dans la douceur déchirante de ce soir de printemps. J'avais, comme dit la formule, renouvelé la promesse de mon baptême et en même temps entrevu avec horreur que le temps dévore tout et ruine nos joies éphémères. J'ai tapageur. La grande affaire de mes années de jeunesse fut le scoutisme. Dès l'âge de 11 ans, je fréquentais ce mouvement et m'initiais avec passion à ses valeurs, à l'aventure de la vie de groupe au sein d'une patrouille. Déjà débrouillard, je m'intégrais sans aucune difficulté. À 12 ans, j'étais membre de la patrouille des Lions rassemblant 7 garçons de mon âge. À 14 ans, je devins chef de celle des Aigles avec une nouvelle équipe et pris goût au commandement dans cette forme de vie fraternelle et en même temps très hiérarchisée. J'aimais être autonome, je m'épanouissais dans des activités où m'incombait la responsabilité d'apprendre aux plus petits l'art de faire des nœuds, du feu, un peu de cuisine ou de reconnaître les chants des oiseaux. Cette communauté de garçons unis par l'âge et un idéal commun fut le lien d'une formation humaine et sociale, en même temps qu'un refuge. J'attendais avec impatience nos rencontres du week-end. La vraie vie était là, et non dans les tristes classes où les religieux s'efforçaient sans grand succès de m'initier aux délices des langues étrangères. J'adhérais sans restriction à l'idéal de Baden-Powell, heureusement revu et adapté au XXe siècle par le mouvement catholique scout. J'en garde encore le goût très vif de la nature et de mener les hommes. Je sais que l'on ricane volontiers maintenant de l'uniforme et des rituels pseudo-militaires de nos équipés, mais on passe à se moquer ainsi, à côté de l'essentiel. Quand nous partions, sac au dos et en culotte courte, en plein mois de février, ce n'était pas une parodie d'armée digne de Disneyland. Nous étions fiers de l'effort accompli et joyeux de l'idée de nous dépasser. C'est dans ce contexte qu'une nuit mémorable, au cours d'un camp en Corse, on me réveilla en secret pour ne pas alerter les autres, et autour d'un feu de bois, après m'avoir peinturluré de mercurochrome, les grands chefs me baptisèrent du nom de mon totem, le Jet-tapageur. J'étais ainsi devenu membre de la famille dont j'avais épousé le rêve, si ancien, au fond, tant il est proche de celui des chevaliers chrétiens du Moyen-Âge. Je me rappelle encore la promesse faite devant tout, les 3 doigts tendus, la main posée sur le drapeau vert orné d'une croix. Devant tout, je m'engage sur mon honneur à servir de mon mieux Jésus, ma patrie et mes frères et de respecter la loi scout.
J'apprendrai bien assez vite que la fraternité, la loyauté, l'honneur, le goût de servir, la franchise sont parfois loin, bien loin des aléas du quotidien de la réalité économique et des jeux de pouvoir. Pour lors, j'étais convaincu de respecter tout au long de ma vie les termes de ma promesse. Je restais ainsi fidèle, sans en avoir clairement conscience, aux rêveries de mes plus jeunes années. Il y avait dans cet idéalisme juvénile un désir d'absolu que je ne renie pas, et que j'aurais garde de mépriser maintenant. J'aime à croire au contraire, et en toute honnêteté que je ne m'en suis pas trop éloigné, n'en déplaise aux cyniques et aux calculateurs de tout poil. Le scoutisme en ce temps de ma sage jeunesse, c'était aussi la liberté. On a peine à réaliser maintenant le poids de l'obéissance à l'autorité familiale. Mes parents étaient aimants et très attentifs, mais il n'eût pas fait bon pour moi transgresser les règles établies. J'étais si piètre collégien que mon père avait décidé sur les conseils d'une orientatrice de me diriger vers une école de commerce après le redoublement de ma 4e. J'avais renâclé devant l'aridité des maths et la subtilité des grammaires étrangères, et je me retrouvais cette fois aux prises avec un enseignement qui me semblait puéril à force d'évidence. Une fois encore, le scoutisme n'en avait que plus de prix. Cette école, située à proximité du Bon Marché, rue du Bac, n'était pas désagréable pourtant. Mes condisciples étaient en très grande majorité des fils de commerçants destinés à reprendre le négoce familial. J'allais écouter avec eux Jacques Brel et les frères Jacques lors d'un petit concert dans une salle toute proche. Mais cela avait peu de poids, à côté de nos sorties dans la nature. Je me souviens ainsi d'un séjour dans une ferme du Jura lors d'un camp de ski. J'aimais diriger, organiser, trouver des solutions. C'est ainsi que je dégotai un local spacieux dans la cave d'une crèmerie, que nous repeignîmes avec soin pour abriter nos réunions. Je garde une place de choix dans mon cœur pour les copains de ces années-là. Isard et Élan, s'ils viennent à lire ces lignes, se reconnaîtront. Malheureusement, JPD et JPM ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Une rencontre déterminante fut celle du père Jouandet, aumônier du camp de jeunes de Lourdes et des Foulards Blancs 3. Il me fit part d'un problème d'encadrement au sujet de ce camp. Je venais d'en achever un avec mes patrouilles de Paris. J'acceptais de prendre la responsabilité de celui des Pyrénées, où se croisaient Français et étrangers. Cette expérience de 3 semaines fut, je crois, plus formatrice que l'enseignement de toutes les écoles de la Terre. Quant à cette eau miraculeuse, je ne laissais pas de m'interroger sur ses supposés bienfaits. Le seul miracle, incontestable celui-ci, et se reproduisant chaque jour, était que ces malades que l'on immergeait, fébriles, dans une eau à la fois glacée et souillée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.